professeur Bakouri. Donc, là, bien sûr, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur Hasben Sami, spécialiste en informatique médicale et PhD en système d'information et business intelligence. Donc, je suis aussi le lauréat de l'école doctorale de la FMPC. Alors, on va dans ce workshop voir l'intelligence artificielle en recherche médicale on va parler un petit peu de l'utilisation en pédagogie médicale si vous voulez. Alors, les objectifs qu'on va aborder, définir c'est quoi les moteurs de IA ou les moteurs de recherche basés sur l'intelligence artificielle, c'est quoi le prompt engineering. Est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi? Donc, déjà, d'accord. Donc, on va comparer, c'est surtout ça. Probablement, vous avez tous utilisé des moteurs basés sur l'IA. On va essayer de faire une petite comparaison de ces moteurs-là, donc notamment ChatGPT, Illicit, ainsi de suite. Il y en a ceux que vous connaissez et ceux que vous allez connaître. Donc, appliquer certaines techniques du prompt engineering pour améliorer la pertinence des résultats de notre recherche et explorer finalement un assistant qui est très très bien fait, le Notebook LM de Google. Qui travaille avec le Notebook LM? Déjà, deux, trois. Donc, très très bien. Donc, on va voir c'est quoi et comment il nous facilite un petit peu la tâche de synthèse et de recherche sur nos documents. Donc, déjà, on va commencer par la définition. C'est quoi un moteur de recherche IA? Donc, à votre avis, c'est quoi? D'accord. Une décision, d'accord. D'accord. Justement. C'est un moteur de recherche IA, il cherche plusieurs bases de données. D'accord. Une seule source. Oui. Il y a des publications, même des chats, des avis, des livres qui sont avec l'internet pour nous donner une réponse très bonne à l'élection. Très très bien. Donc ça va dans le même sens. Donc justement, un moteur de recherche IA se distingue par que c'est un système, donc comme les autres, donc c'est un système informatique qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour interpréter et répondre aux requêtes. Ça, c'est une définition technique, mais on va simplifier. L'idée, comme a dit notre maître, donc c'est un moteur de recherche comme les moteurs classiques, mais doté d'intelligence pour faire une capacité de synthèse, de comparaison, ainsi de suite. Donc, il est doté de ces algorithmes-là. Et ces algorithmes-là se basent sur un apprentissage de l'expérience. Donc, un apprentissage automatique. Il a vu comment, si on peut le vulgariser, il a vu comment les chercheurs travaillent pour synthétiser l'information par rapport à plusieurs documents. Et cette tâche-là, il l'a automatisée donc, pour la faire lui-même. Donc, il analyse, par rapport au moteur classique, par exemple PubMed, vous lui donnez les mots-clés, notamment en mèche. Donc là, il peut essayer d'analyser notre demande, notre requête, pas seulement par les mots-clés, mais il peut comprendre même le langage, ce qu'on appelle le langage naturel. Votre phrase, comme vous le dites, il peut extrapoler et savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. Et bien sûr, en donnant un contexte, il peut interpréter votre intention. Donc, bien sûr, dans les moteurs simples, vous êtes obligé de passer d'une question de recherche vers des mots-clés spécifiques. D'accord? Donc, c'est vous-même qui devrez faire ça. Par contre, dans les moteurs IA, il suffit de lui donner
assez d'informations sur ce que vous voulez faire, votre intention, votre question de recherche, le contexte dont vous voulez faire, et il va essayer de se débrouiller lui-même pour rechercher les articles qui parlent de ça et bien sûr faire la synthèse. Alors, il y en a plusieurs, on va les voir, donc je ne tarde pas sur ça. Donc, l'ajout, en plus du fait qu'il va comprendre votre question de recherche, une fois les résultats, les articles sont là, il va faire ce qu'on appelle sa propre synthèse. Donc là, c'est le deuxième ajout, c'est il peut synthétiser cette information et vous donner ça sous forme. Oui? Oui, donc comme ça. Alors, bien sûr, mais ça reste l'efficacité de ces moteurs de recherche conversationnels, c'est qu'ils dépendent de votre formulation de la question. Donc, oui. Parfois, quand on dit au chat GPT de donner quelque chose un peu hyper spécialisé, il reformule tout. Justement. Donc, vous avez vu ça. Une fois que vous mettez la question un petit peu différente ou plus spécialisée, il va reformuler toute la synthèse et vous donner d'autres sources et d'autres types de synthèse. Donc, jusqu'à maintenant, sa capacité, donc jusqu'à maintenant 2025, sa capacité, c'est il est dépendant de votre formulation de la question. Probablement avec les agents IA qui vont venir et les agents A2A, donc agents qui parlent avec agents, il essaie d'aller plus loin, donc comme une intelligence superhumaine. Il va essayer, même si vous donnez une question qui n'est pas bien formulée, il va reformuler lui-même. Donc, dans les agents IA, il va faire ça. Jusqu'à maintenant, on travaille avec les moteurs existants actuellement. Donc, alors, bien sûr, vous vous demandez quelle est la différence avec les moteurs classiques. Donc, comme on a dit, les moteurs classiques Google, comme Google avec Google Scholar, Bing de Microsoft, PubMed qui est plus spécialisé dans les articles indexés. Là, ils utilisent ce qu'on appelle l'indexation des pages ou des articles en utilisant des mots-clés. Donc, il y a ce qu'on appelle cette indexation, il y a le langage des mots-clés, des termes médicaux, donc qu'on appelle Medical Subject Heading, le MESH. Vous devez connaître la question de recherche, la reformuler sous forme de mots-clés, et ces mots-clés dans le langage MESH. Comme ça, vous avez une pertinence dans votre recherche, sur PubMed par exemple, et vous n'avez pas beaucoup ce qu'on appelle de bruit ou de silence. Donc, alors, les moteurs IA, ils se caractérisent par ce qu'on a dit. Déjà, la première chose, c'est la compréhension du langage naturel. Ça, c'est une révolution qui a été faite par rapport à ces moteurs classiques. Donc, le fait de reconnaître le langage naturel, vous pouvez mettre votre question même déjà, et il va comprendre ça, il va comprendre la phrase, et il va essayer lui-même de voir les mots-clés qui sont en rapport avec votre sujet et va faire une recherche d'articles spécifiques dans ça. Donc, tout ce qui est transfert d'une phrase vers des mots-clés et des mots-clés en anglais et des mots-clés en anglais en mèche et puis rechercher les articles, tout ça, il le fait en interne. Donc, il l'automatise, vous n'êtes pas obligé de vous occuper de ça. Et ça, c'est une très belle capacité. Et justement, si vous l'installez sur votre mobile, qui sont dotés de la reconnaissance vocale, donc là, vous pouvez même faire votre question oralement. Bien sûr, il faut s'assurer de la sécurité par rapport à vos smartphones. Je préfère que ça soit une tablette professionnelle pour ce type de recherche.
et votre téléphone personnel, là pour votre famille, votre compte bancaire et tout ça. Ne mélangez pas les deux, surtout ça. Parce qu'une fois que vous lui donnez l'autorisation d'accéder à la reconnaissance vocale et d'accéder à vos contacts et vos documents, là vous êtes grillé. Surtout, moi je l'utilise sur PC, je ne l'utilise jamais sur mon portable, mais on peut faire cette séparation de deux matériels, une tablette pour la recherche, pour le travail, et un téléphone pour notre quotidien. D'accord? Donc, la deuxième capacité, c'est que les moteurs classiques PubMed, ils vous donnent, une fois que vous faites votre recherche, ils vous donnent une liste d'articles. Et bien sûr, Dieu sait que pour parcourir ces articles, pour rechercher ceux qui sont pertinents pour vous, ce n'est pas évident, c'est chronophage, ça prend un temps fou. Alors là, les moteurs IA sont capables de vous faire ça. Donc, ils sont capables de lire ces articles et même parfois, ils peuvent avoir l'accès à des articles payants que vous-même, vous n'avez pas accès parce que derrière, il y a des compagnies qui sont de grandes... Donc, comme vous savez, beaucoup de compagnies qui ont accès à ces bases de données, même s'ils sont payantes. Donc, il est capable de lire ces articles-là et de vous faire une synthèse des articles, par exemple, qui sont récents par rapport à l'actualité thérapeutique en immunologie ou quelque chose comme ça. Donc, cette capacité de synthèse, elle est très, très importante, mais c'est une arme à double tranchant parce que on parle maintenant d'IA générative. Donc, il peut créer, il peut bien sûr faire la synthèse de ce qu'il a trouvé dans les sources de données, mais il peut aussi générer lui-même, donc on dit qu'il hallucine. Il génère lui-même des synthèses qui sont similaires à ce qu'il a trouvé, mais qui ne sont pas vraiment réelles. Oui. Avec DeepSeek, des fois je lui demande de me sortir des références. Oui, bien sûr, on va en parler. Qui n'existe pas. Oui, justement. Donc là, on va en parler pourquoi c'est un point très très important, on va l'aborder. Justement, il faut mettre ça dans la tête, c'est là le rôle du chercheur. Il va vous faciliter la vie, c'est un outil qui va vous faciliter la vie, mais oui, justement, ne pas le laisser décider automatiquement et faire la synthèse et tout ça. Donc déjà, ça rentre dans, c'est une polémique, est-ce que c'est du plagiat ou pas? Donc de prendre la synthèse d'un moteur IA et de la mettre directement dans l'article. Et deuxièmement, il y a l'intégrité scientifique veut que vous vérifiez ce qu'il vous a généré déjà pour éviter cette histoire d'hallucination qu'il fait. D'ailleurs, une anecdote, comme ça vous vous rappelez de ça, deux cabinets d'avocats en France. Un cabinet a fait un plaidoyer, le cabinet défendeur, il a fait un plaidoyer donc, et il a fait référence à une loi pour faire son plaidoyer. L'autre cabinet d'avocats, il a trouvé que cette loi n'existe pas en France. Quand ils ont fait, ce sont des cabinets reconnus en France, quand ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé que ce cabinet d'avocats a donné le travail de faire le plaidoyer à un stagiaire. Ce stagiaire-là a utilisé ChatGPT. Donc ChatGPT, il a trouvé des lois dans le monde, mais ces lois-là ne sont pas forcément... n'existent pas en France. Donc il a fait... Donc c'était un grand fiasco dans ce sens-là. Donc il faut bien sûr se rappeler de ça. Et on va voir un outil qui est très intéressant pour quand même diminuer ce problème-là d'hallucination.
Alors, bien sûr, il offre une interaction plus fluide et permet une personnalisation des requêtes. Ça, c'est, comme on a dit, à travers la reconnaissance faciale, reconnaissance vocale et la reconnaissance de votre voix naturelle. Il peut vous parler directement, donc vous pouvez carrément faire une synthèse dans quelques secondes, carrément, et vous pouvez avoir l'information directement. J'étais dans un congrès de formation continue de médecins généralistes. Il y avait un cas clinique d'hématologie. Je l'ai pris en photo et directement je l'ai posé dans le système. Il m'a donné toute la prise en charge et ça. Et à côté de moi, il y avait un hématologue, un spécialiste hématologue. Je lui ai dit, est-ce que ce qu'il a généré est vrai? Il a validé, donc je l'ai fait dans la présentation, et ça dans quelques secondes, c'est pas réellement. Donc, alors là, ce sont de grandes capacités et surtout dans l'avènement des agents IA, ça va aller encore plus loin. Donc, bien sûr, la fiabilité, c'est selon les données et c'est là où ça diffère entre les moteurs IA. Donc, dans la comparaison. Alors, bien sûr, je vais passer rapidement l'application santé, tout ce qui est diagnostic, imagerie, tout ça, tout ce qui est recherche scientifique dans notre objectif aujourd'hui. L'automatisation de tâches, donc tout ce qui est rédaction de rapports médicaux, de documentation clinique même. Là, on est des enseignants, on est obligé de faire des QCM. À travers votre document, il peut vous générer des QCM qui sont magnifiquement faits. Donc, c'est là, si vous voulez, on peut la faire enfin, vous montrer cette astuce. Oui? Que l'étudiant pourrait générer également. C'est un exercice pour lui. Pour moi, s'il comprend le QCM, c'est très très bien. Là, on risque de... Non, il ne va pas donner la probabilité. Il faut s'inspirer, je pense. Oui, oui, oui. Prendre, Déjà, oui. Déjà, on a du mal, nous, à changer pour le même programme, pour le même contenu, à changer des QCM à travers les sessions. Donc, lui, il a une capacité de genèse qui est mieux que la nôtre. Bien sûr, il faut superviser ça. Il faut contrôler ça. Alors, tout ce qui est éducation-formation, notamment, on peut l'utiliser même si on a un support de cours au lieu du support classique, comme ça, histoire de la maladie, antécédents et tout ça, il peut vous proposer des scénarios directement, des causes par exemple, des vignettes cliniques avec une série de questions. Et comme vous connaissez les causes, tout le monde, donc d'accord. Donc là, c'est très 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 bien pour la formation et l'évaluation des compétences, des acquis pour les étudiants. Donc il peut vous générer tout ça. Alors bien sûr, l'aide à la prise de décision, on est tous dans l'aide à la décision, la prise de décision devant nos patients, on sait que le cas par cas. Dans la médecine personnalisée, donc l'IA rentre bel et bien là-dedans pour voir selon le dossier et comparer avec des millions de dossiers dans le monde et vous donner la meilleure conduite à tenir. Alors, les avantages, on a dit le gain de temps, l'aide à la structuration, mais la limite, c'est la fiabilité qui est variable selon la source de données qui est là. Alors, on a dit que jusqu'à maintenant, ces moteurs à l'âge actuel, donc 2025, ils sont conversationnels, donc ils attendent votre question pour réagir. Donc, ce n'est pas comme les agents IA, donc ils attendent que vous mettez votre question pour vous satisfaire, vous faire la recherche. Et c'est là où il y a la grande problématique actuellement, c'est qu'il faut bien formuler votre question de recherche. Et c'est là où c'est développé ce qu'on appelle le prompt engineering. Prompt en anglais, c'est tout ce qui est taper quelque chose sur le clavier. Donc là, engineering, donc
on dit que c'est l'art de poser une requête, une question. Auparavant, donc, dans la méthodologie de recherche, on dit pour poser une bonne question, donc pour rechercher les articles, il faut aller vers ce qu'on appelle prendre la question de recherche, faire les mots-clés français, par exemple utiliser Hitop pour chercher les mots-clés anglais mesh et puis reconstruire votre requête avec les opérateurs booléens. Est-ce que vous voulez l'HTA et le diabète et vous excluez tout ce qui est diabète, par exemple gravidique, ainsi de suite. Donc, il faut faire ce qu'on appelle cette requête booléenne avec AND, OR, NOT. Mais maintenant, l'art actuel, c'est de poser la question. Donc, on va voir certaines techniques pour ça. Donc, c'est concevoir des requêtes précises. Bien sûr, un bon prompt devrait inclure des détails spécifiques comme ça. Le moteur IA va vous donner une réponse assez concise par rapport à ce que vous voulez. Alors, je passe tout ça. Bien sûr, une requête mal formulée va vous conduire en erreur. Donc, structure d'un prompt efficace, il y a des éléments. Donc, déjà, on parle du contexte. Donc, une fois que vous donnez un contexte, vous pouvez lui dire, donnez-moi, je ne sais pas, l'actualité thérapeutique du cancer du sein. Donc là, il va vous sortir tout. En 5 lignes, il va être vraiment très, très vague et ça ne va pas correspondre à ce que vous voulez réellement en tant que chercheur qui va aller vers un détail d'une question de recherche spécifique. Donc pour ça, il faut donner un contexte. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, je cherche l'actualité thérapeutique par rapport au cancer du sein, je ne sais pas, triple négatif, quelque chose comme ça. Donc, il faut donner un contexte. Par exemple, une femme de 40 ans, ce n'est pas comme une femme de 60 ans, ainsi de suite. Donc, il faut donner le maximum de contexte, bien sûr, sans rentrer dans ce qu'on appelle donner tout le dossier du patient. Donc, il faut garder l'anonymat du patient, ainsi de suite. Donc, dire femme âgée de 40 ans avec tel contexte, mais sans donner le nom, prénom. Parfois, les gens, par rapidité, donnent directement un bilan avec le nom de la femme, son téléphone, le cachet du médecin, ainsi de suite. Donc, ils scannent directement le bilan et l'apportent dans ChatGPT. Là, c'est bien sûr, il faut garder ça. Au moins, supprimer l'entête et le pied de page pour ne pas savoir quelle est la patiente et quel est le médecin ou l'hôpital qui a fait ça. Donc, comme ça, vous donnez seulement le contexte clinique. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes dans un cadre médico-légal de protéger les données de vos patients. Alors, précisez l'objectif. Qu'est-ce que vous attendez de la réponse? Est-ce que vous voulez un résumé? Est-ce que vous voulez une comparaison? Est-ce que vous voulez des explications, par exemple, de mécanismes immunopathologiques ou quelque chose comme ça? Donc, précisez le type de réponse que vous voulez. Si vous voulez une comparaison sous forme d'avantages, inconvénients ou liste de comparaison de 2 médicaments, ainsi de suite, il faut le préciser. Comme ça, lui, si vous ne précisez pas ça, il va vous donner comme un paragraphe, comme un chapitre. Donc, précisez l'objectif, qu'est-ce que vous voulez. Précisez des contraintes. Donc, les contraintes spécifiques, par exemple, les années de publication. Je veux les articles qui sont moins de 5 ans. Et par exemple, préciser que c'est moins de 5 ans. Et préciser, par exemple, je veux les articles qui sont indexés, NLM ou PubMed ou quelque chose comme ça. Comme ça, il est obligé de respecter cette source de données. Il y en a, on va le voir, des moteurs de recherche qui respectent vraiment ça. Il y en a d'autres qui ne le font pas.
il peut avoir l'accès, même les articles que nous, publics, on n'a pas accès. Il peut avoir ça. Mais là, bien sûr, avec des contraintes. Parce que la majorité des moteurs IA sont derrière, il y a des compagnies. Donc Entropy, OpenAI, Google, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont accès aux articles, mais ils vous demandent par exemple un abonnement premium. Donc ce n'est pas toujours donné. La synthèse simple, il peut la faire. Mais en tant que chercheur, si l'article est pertinent pour vous, vous devez, parce que vous devez vérifier vous-même est-ce que l'information est là ou pas. Là aussi, c'est un effort de l'institution et de l'État. Par exemple, les Émirats arabes unis, ils ont payé l'abonnement ChatGPT Plus pour tous les citoyens. كاملين خلصوا لهم ChatGPT Plus. Un abonnement pour tout le les indulgenciers de ChatGPT Plus. Nous aussi, il y a des compagnies qui font ça. Maintenant, l'OCP détient des comptes ChatGPT Plus pour le personnel. Oui, oui. Copilote, oui. Il y en a beaucoup de. D'accord. Donc, bien sûr, les types de prompts, ça pour information, il y a prompt, ce qu'on appelle informatif. Vous demandez l'explication d'un mécanisme, par exemple d'immunothérapie. Prompt comparatif, vous voulez comparer, par exemple, radiothérapie par rapport à la prontothérapie. Prompt analytique, vous voulez voir les critères d'évaluation d'un essai clinique ou quelque chose comme ça. Prompt prédictif, vous voulez savoir la tendance, qu'est-ce qu'il y a comme tendance actuelle pour le traitement en médecine personnalisée, par exemple dans le traitement de la drépanocytose ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez le faire et il va essayer de faire une synthèse et vous générer ça. Prompt technique, parfois on veut un protocole, comment faire l'extraction d'ADN ou quelque chose comme ça. Donc, il peut vous faire ça avec des images et tout ça. Alors, les erreurs courantes qui sont faites dans le prompt engineering, c'est un prompt trop vague. Si vous ne donnez pas un contexte précis, bien sûr, sa réponse est très très vague. Donc, parlez-moi du cancer. Là, bien sûr, c'est évident. Prompt trop complexe. Si vous faites beaucoup de contraintes pour lui, là aussi, il peut ne pas retrouver l'information. Donc, c'est comme ce qu'on fait dans les moteurs classiques. Si on donne beaucoup de détails sur les mots-clés avec l'interconnexion entre eux et tout ça, vous risquez de tomber sur ce qu'on appelle un silence. Donc, il ne va retrouver aucun article répondant à votre critère. Donc, il faut doser les choses. Oubliez de préciser les sources. Donc, il faut toujours lui exiger de vous signaler les sources parce que c'est très important pour vous. La synthèse, elle est là, elle est bien, mais vous devez avoir les sources pour vérifier vous-même est-ce que la synthèse qu'il vous a fait est correcte ou bien si c'est de l'hallucination. Et bien sûr, deuxièmement, en prenant les sources, bien sûr, vous pouvez faire la gestion des citations par Zotero, par d'autres moyens et en même temps faire des références dans vos articles. Mauvais format de demander, donc par exemple demander une liste ou un résumé. Donc il faut préciser, est-ce que je veux une liste comparative ou bien un résumé ou quelque chose, donc le format. Et par exemple, là, je passe ça. Donc l'exemple de prompts, par exemple, là, entre A et B, quel est le meilleur pour vous? Bien sûr, c'est évident. Là, vous exigez les dernières avancées en traitement du diabète type 2 selon les recommandations de l'association de diabétologie américaine. Donc, les effets secondaires d'un médicament, par exemple, si vous précisez qu'un médicament particulier avec les sources sous forme d'essais cliniques ou études cliniques récentes, ainsi de suite.
Donc, bien sûr, ça, on dit que c'est un art de poser la question. Donc, c'est selon votre... et on a vu ça, c'est selon l'expérience du chercheur. Un médecin spécialiste en oncologie, ce n'est pas comme un médecin généraliste qui va chercher des choses sur le cancer. Et ce n'est pas comme un étudiant. Donc, on peut donner l'exercice de faire une synthèse d'actualité thérapeutique d'une pathologie donnée, ne sera pas faite de la même façon si vous donnez ça à un expert, donc médecin spécialiste, qu'un étudiant troisième année ou cinquième année ou faisant fonction, il ne va pas faire la même chose. Alors, donc pour synthétiser tout ça, donc la précision, formuler des questions détaillées, donner un contexte et bien sûr, il y a, comme la recherche classique, on est dans l'itération. Vous demandez la première fois, s'il n'est pas ça, vous recommencez, ainsi de suite. Alors maintenant, on va voir les moteurs de recherche actuellement utilisés. Donc bien sûr, le premier, c'est ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est un outil généraliste. Donc, dans la recherche classique, vous avez trois. Vous avez Google et tout ce qui est équivalent. Vous avez Google Scholar et vous avez PubMed. Quelle est la différence entre eux? Spécialisation. Oui, justement. Donc, si vous avez une question générale, vous voulez ça, donc Google, il est généraliste, il sert à une vulgarisation scientifique pour un étudiant, des choses comme ça, mais il donne beaucoup de bruit et ne s'attarde pas sur la source de données. Donc, la vérification, est-ce que c'est un article, l'information, est-ce qu'il vient d'un article ou bien d'une page Facebook de quelqu'un, on ne sait pas. Par contre, Google Scholar, par rapport à Google, il est ce qu'on appelle un moteur académique. Il ne cherche que les articles académiques, qu'ils soient indexés ou pas. Donc, il est plus général, mais quand même, il va laisser tout ce qui est vulgarisation scientifique et tout ce qui est document personnel. Donc là, Google Scholar, il est mieux dans ce sens-là, dans la recherche académique. Mais si on a une question qui est assez précise et on veut une information fiable, et là, on va aller vers des moteurs qui sont plus spécifiques, qui rentrent dans le détail avec une qualité d'information, avec ce qu'on appelle comité de lecture et révision derrière, peer reviewer et tout ça. Donc tout ce qui est article indexé. Donc, et bien sûr, le premier, c'est PubMed parce qu'il cherche dans la bibliothèque, la NLM, la National Library of Medicine, donc la plus grande bibliothèque pour nous en sciences biologiques et médicales. Donc là, par analogie, ChatGPT, il est comme Google. Donc, il va faire une synthèse, mais il recherche dans tout ce qui existe plus ou moins sur Internet. Donc, il ne va pas, et il n'est même pas capable de perdre du temps pour vous vérifier la source. Parce que ça consomme de l'énergie pour lui. La banque de données est énorme. Elle est énorme. Limitée, oui, justement. Donc là, si vous êtes rapidement, vous cherchez une information rapide sur quelque chose, une définition, quelque chose comme ça, on peut aller là-dessus, mais vous savez que c'est comme Google, c'est un moteur généraliste. Et bien sûr, le degré d'hallucination est aussi là-dessus, il est là. Donc, synthèse d'informations large, mais sans garantie de source. Quand même, en précisant un contexte spécifique et une bonne formulation du prompt, on arrive quand même à sortir de ChatGPT des informations qui sont fiables et qui sont là, parce qu'il ne va pas beaucoup halluciner. Mais là, on l'a exigé, un contexte, des contraintes et tout ça. Donc, il va nous donner quand même quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est que
il n'est pas capable de vous donner les sources. Et ça, pour un chercheur, c'est pas évident. Donc, vous devez avoir cette synthèse, mais avec les sources pour vérifier. D'accord? Donc, utile pour une introduction à un sujet médical. Bien sûr, là, tout ce que je dis, c'est pour les moteurs actuels, parce qu'il a évolué. Donc, de ChatGPT 3.5, le premier, vers maintenant le modèle O4, qui est plus ou moins les meilleurs parmi les modules. Mais le problème du modèle O4, c'est qu'il n'est pas gratuit. Donc, là, vous êtes dans le premium, dans le ChatGPT+. Donc, il va vous donner, peut-être bien, une année ou 2 années après, il va être ouvert, ainsi de suite. Donc, ça change. L'information, tout ce que je dis maintenant, il peut changer demain. Donc, ce n'est pas dans 1 mois, on a dit la médecine, on nous disait l'information, elle est obsolète dans 5 ans. Maintenant, elle est obsolète dans 1 semaine. Donc, alors là, c'est la même chose, les modèles évoluent et il y a une guerre entre ces compagnies pour donner le meilleur modèle, bien sûr, dans ce sens-là. Alors, vérification des informations est nécessaire, bien sûr, à chaque fois qu'il va donner quelque chose, il faut vérifier. Alors, le deuxième qu'on classe comme PubMed, c'est vraiment illicite. Illicite, il fait un travail vraiment de recherche spécifique comme PubMed. Il est même capable de vous faire par exemple, une revue systématique. Donc, il est capable de la générer lui-même. Là, il va vous donner les choses, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il va vous donner le flowchart ou pas? Donc, mais sa capacité de donner une synthèse est très, très magnifique. Donc, vous pouvez créer un compte gratuit et l'utiliser dans ce دوك contexte. غندخلوا لجوجل ونكتبوا اليسيت وغادي يدخل ليا ودخل. Vous rentrez. Il y a la version gratuite, il y a la version payante. Déjà, la version gratuite, il vous donne des choses très, très, très importantes, mais il vous limite, je crois, 5 questions par journée ou quelque chose comme ça. كيطلع له الدم في ساعه. كتقول لك بارك صدعتيني. Mais il est très très bien, donc il vérifie la source, il vous donne, la question était tout à l'heure, est-ce qu'il retrouve les mêmes choses que la recherche sur PubMed? On a fait la vérification, il est vraiment capable dans ce sens-là. Donc recherche directe sur PubMed et sémantique Scholar, il filtre avec des critères, méthodologie des résultats, mais là, quand même, le problème, c'est qu'il n'a pas accès à toute la base de données que PubMed, parce que PubMed, c'est le moteur officiel de la NLM, de la Bibliothèque américaine de médecine. Donc, illicite, il a accès, mais probablement ça va changer. Ils peuvent lui donner l'accès en totalité. Ou bien faire des fusions entre, je ne sais pas, mais l'idée, il est là. Alors, il y en a d'autres, Typeset par exemple. Là, donc, il va vous faire des lectures et des annotations. Donc, il va lire les articles et vous donne des notes sur des petites synthèses sur les articles. Dans ce sens-là, il est très important pour compréhension de votre sujet de recherche et annotation de textes scientifiques. Cet article-là parle de ça, cet article-là parle de ça. Il est intéressant, mais c'est la même histoire, un compte avec compte premium. Alors, Site EA, là, il peut vous chercher. Si vous lui donnez un article, il va vous dire est-ce que cet article est cité, s'il est fiable ou pas. Il peut aller fouiner sur un article. Au lieu de se baser seulement sur le H-index de l'auteur ou bien de la revue ou quelque chose comme ça, lui, il va essayer d'aller chercher les articles qui sont les plus cités et les comparer. Et bien sûr, vous savez qu'un article
le plus cité est un article qui est le plus pertinent pour la communauté scientifique. C'est comme des reviewing qu'on fait sur des articles qu'on veut acheter sur le e-market. Donc, plus il y a des reviewers qui vont dire que, par exemple, ce PC est bien, donc plus vous faites confiance à cet article-là. La même chose ici. Donc, il peut être utile de faire ça pour vérifier, si vous avez une liste d'articles, de vérifier la citation de ces articles-là. Alors, Research Rabbit, exploration des liens entre études. Il va vous faire comme une cartographie. Voilà, cet article-là est lié avec celui-là, il a été cité par celui-là, ainsi de suite. Et là, si vous faites une recherche de votre propre sujet, vous savez quels sont les articles pertinents qui sont cités par les uns et les autres des auteurs. Donc, avec une visualisation graphique, vous savez quels sont les articles pertinents par rapport à votre sujet dans le monde scientifique. Donc, il va vous donner une cartographie, donc une cartographie de domaine dans ce sens-là. Je vais vous envoyer le support. الله يرحم والديك. Bien. Ouais, Mais bien sûr, il est dans une phase expérimentale et n'est pas assez féroce. Donc, dans la pertinence il ne va pas retrouver tous les articles qui sont sur votre sujet, surtout ceux qui sont récents. C'est une histoire d'accès à l'information. Ce sont des sociétés. Plus la société, il a le GAFAM, Google, Amazon et tout ça, donc qui ont IBM, qui ont accès aux différentes bases de données, plus leur moteur est assez puissant. Consensus App, donc là, il va vous faire une synthèse des articles, générer une synthèse précise. Il est assez intéressant dans ce sens-là, mais là aussi, il faut un compte premium. Alors, on revient à nos amis chinois, le DeepSeek. DeepSeek AI, il va vous faire aussi, c'est un moteur généraliste, le modèle il est généraliste comme DeepSeek, comme ChatGPT, mais à notre étonnance, il vérifie mieux les citations que si vous l'exigez, il vérifie la source et il vous donne les sources vérifiées. Et ça, c'est un point positif pour DeepSeek. Si vous exigez, voilà, j'ai cette information avec des articles, avec leur DOI, et on a fait le test, vous pouvez le faire vous-même. Là, il va vous donner l'article avec son titre. ChatGPT, une fois on a fait ça, il a donné le titre d'un article et le DOI d'un autre article. Et puis par la suite, il a refusé de faire ça. Mais par contre, DeepSeek, non. Si vous exigez ça, il va vous vérifier la source mieux, en tout cas dans les modèles qui sont actuellement. Il va vérifier la source. La problématique DeepSeek aussi bien sûr, vous pouvez dans la version gratuite faire plusieurs recherches par rapport à ChatGPT. ChatGPT vous limite à 5 ou 6 questions et puis il vous reclasse 24 heures après. سير تسجل. Alors DeepSeek, non. Normalement, il va vous donner plus de temps pour faire l'itération de recherche. Et bien sûr, cette vérification de la source est très importante. Mais le problème de DeepSeek, c'est que dans la version gratuite, il n'est pas très actualisé pour les articles très récents. Par exemple, vous pouvez ne pas retrouver la citation des articles parus en 2025. Le premier modèle a été 2 ans de retard. Donc, par exemple, 2023. Mais maintenant, il commence à retrouver ce retard-là, mais quand même, il a un délai de retard parce que, vous savez bel et bien, la majorité des revues scientifiques sont américaines. Ils ont, avec américaines et leur réseau. Par contre, DeepSeek, c'est l'autre version. Donc, il attend, comme le truc de Sci-Hub. Sci-Hub, le russe,
il attend que l'article شويه علينا الساده soit diffusé. Oui. Donc, Science Hub. Science Hub, donc CHUB. Donc, normalement, CHUB, il nous a fait beaucoup de bien. حنان غادي دير لي واحد Oui. Alors, par rapport à DeepSeek, moi je trouve que DeepSeek il est moins intrusif par rapport à ChatGPT. À ChatGPT, oui. ChatGPT, vraiment, il analyse la personnalité, les recherches. Oui. Il commence à te donner la réponse en fonction de ton profil. Ton profil, oui, oui, justement. Ça c'est intéressant et c'est pas toujours intéressant parce que donc il faut toujours parfois c'est mieux de faire une recherche. Vous savez utiliser le navigateur en mode privé. La navigation en mode privé est très intéressante, comme ça vous lui cachez votre identité. غير مثلا في كروم وهذا كدير fenêtre privée. Et c'est pas comme ça. Le navigateur cache votre profil à DeepSeek. Si vous utilisez la ChatGPT, posez juste lui la question qu'est-ce que vous connaissez sur moi? Vous allez être étonné. Oui. C'est grave. Oui. Il y a même des قلت لهذاك personnes. السؤال اسمح لي هذاك السؤال كيسكو فو كونيسي بليس كولي غير تي وياه Non, il y a des personnes actuellement, qu'est-ce qu'ils font avant de rencontrer quelqu'un? Ils demandent à ChatGPT qui est cette personne-là. Il vous donne vraiment le détail du détail sur la personne. Oui. Et ça, c'est parmi des enseignants avec nous qui font ça. Ils cherchent la personne. لا حول ولا قوه Donc, compréhension et synthèse de longs articles, il peut faire cette synthèse très très bien. Traduire, adapter, bien sûr, il vous propose, quelle que soit la langue que vous voulez, ils peuvent faire ça. Donc, par exemple, maintenant, le fait d'écrire l'article en français et traduire en anglais, c'est devenu un jeu d'enfant, vraiment, avec ces moteurs. Alors, j'ai dit dans la présentation, pas optimisé pour vérifier la source, mais S'il le vous plaît, modèle... s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Le modèle change et quand même, il est devenu... si vous précisez ça, il essaie de vérifier la source pour vous. Donc, déjà mieux que ChatGPT. Alors, il y a un moteur avec lequel je vais finir avec ça. C'est Perplexity AI. C'est comme Google Scholar. Il essaie de vous donner la recherche, mais avec vérification de la source. Il était là. Il est mieux que les autres. Donc, il va essayer de vous donner la synthèse, mais avec vérification de la source. C'est le meilleur parmi, bien sûr, après Illicit. C'est le meilleur pour chercher. Illicit, il est très spécifique, comme PubMed. Mais là, Perplexity AI, il va chercher comme Google Scholar tout ce qui est académique en vérifiant la source. Donc là, il va chercher dans la littérature grise, il va chercher dans les articles indexés en dehors de PubMed, donc dans les autres revues bibliographiques, ainsi de suite. Donc il est très très bien. Bien sûr, il y a une limitation par rapport aux articles payants. C'est une société qui n'est pas assez développée, mais quand même, il peut faire tout ce qui est public sur l'Internet. Heureusement, on est dans la tendance open source, dans la majorité des cas. Donc là, il est très très intéressant dans ce sens-là. Alors ça, c'est un tableau de synthèse générale. Donc ChatGPT, DeepSeek pour une synthèse générale, brainstorming sur votre sujet, Illicit, recherche bibliographique comme PubMed, donc là, et bien sûr Perplexity AI, finalement recherche avec vérification de la source. Donc
il est mieux dans ce sens-là. Donc, notamment, je vous recommande de faire Perplexity AI, travailler avec lui le maximum. Et bien sûr, si vous avez la possibilité de faire Illicit, alors là, est-ce qu'on peut, par exemple, s'organiser dans le laboratoire de recherche pour acheter un abonnement premium pour Illicit ou ça, c'est ولكن هذه عيق faisable بين ou bien هاي عيق بينا ملي غنهضر مع انا ولا تهضر مع الاستاذ الشيلاني عارف ملي تبدلنا انا هو اللي مخلص وهي تقول له انت اسمح لي انا لا ماشي انت اللي خلصتي. jusqu'à maintenant et le oui الله يسامحك. oui oui ليسيا بحال هاد بيربلكسيتي. donc il faut vérifier je n'ai pas لا هو بعدا غراتوي عاد كاين لا فيرسيون là كاين le gratuit bien sûr il y a la version المهم gratuite qui نقدروا est نديروها على déjà pas ليسيا. mal d'accord oui je ne sais pas vraiment انا كنخدم دائما بالغراتوي ما كانش غراتوي كنقلب على موتور اخر oui c'est le Perplexity AI d'accord بحال c'est ممتاز. très très bien oui votre question oui donc normalement c'est Illicit en premier donc Perplexity AI ils sont dans ce sens-là. Et puis par la suite, si en classe, c'est DeepSeek et finalement ChatGPT. Donc dans la vérification de la source. Donc, mais une fois on a là, donc là c'est pour faire la recherche, pour retrouver des articles. Bien sûr, cela c'est pour vous aider à rechercher les articles. Et bien sûr, une fois vous retrouvez des citations, vous pouvez aller vérifier دابا انا vous-même. عندي اون كونفيرونس Oui, و عاد خصك تقلب على لي زارتيكل oui. نقولوا السلام عليكم بيربلكسيتي Oui. صاب لي واحد 20 ديابو. Il peut le faire. Il peut le faire. طلبت ليه avec beaucoup de détails, طلبت ليه conférence. خافني لو public fil شكون هو وطلبتها conférence sous forme de cas clinique. وعطاها ليا c'est vrai qu'il y avait des erreurs, انا je me suis inspirée منها mais حلت لي المشكل. Oui. J'ai pu travailler. هاد بيربلكسيتي يقدر يدير هادشي. il peut. والله يرضي هما عليك. كاملين يديروا لك دي كونفيرونس كلهم يديروا سينتيز ils peuvent tous faire هو اللي زاد هو اش كيقول لك Actuellement, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va faire une conférence sans ces moteurs-là. C'est très difficile, c'est سهله عليك vraiment هاد القاعه rarement. سهله شويه. Oui, مازال شويه سهله في هاد القاعه. oui. Donc, S'il vous plaît, on termine. الله يرحم الوالدين. d'ailleurs, tout ce qui ما نقولش 15 ans, 20 ans لتحت ما كيديروش شي بريزونطاسيون سونس صافي ما كاينش شي واحد اللي يصوب لك une présentation sans. D'accord? Donc là il nous reste صبروا معنا il nous reste un dernier outil. Notebook Hélène. Oui? ما مزيانش. Il peut l'indication des tests, il peut faire des erreurs. Il peut faire des erreurs. واحد la résidente درت معها l'analyse وصيفطات ليا. Et il m'a envoyé une analyse faite par quand on a fait l'analyse nous avec la résidence, il y avait une résidente je ne sais pas quel service, je ne me rappelle plus. J'ai fait les statistiques, l'analyse statistique avec elle pour un article. Il a trouvé beaucoup de choses non significatives parce que la taille de l'échantillon était faible. خدات هذاك الشيء وعطاته لشات جي بي تي, il a fait l'analyse. وعطاه des choses significatives et tout ça. Il a osé m'envoyer ça par mail. Est-ce que je prends ça?
Donc, j'étais obligé de vérifier qu'est-ce qu'il a dit pour lui montrer, voilà où il a fait des erreurs. Tac, 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 tac. Donc, donc c'était ça le message, c'est d'encadrer les résidents dans tout ça. Et il ne faut pas toujours laisser le moteur de... Qu'il fasse le travail à notre place. ça Oui, nous oui, aide à justement, faire justement. Et surtout l'analyse statistique et tout ça, donc ça ne sert à rien de... Oui, Dans les cas cliniques, il y avait des erreurs. oui, oui, justement, justement. Il y a même certaines personnes qui parlent d'un pourcentage d'erreur. S'il y a par exemple, je ne sais pas, 20 diapos, il y aura au moins 2 où il y a des erreurs. Donc il y a des statistiques qui les ont sorties sur ça pour dire il faut vérifier. Bien sûr, vous faites une conférence pour vous-même, vous faites une conférence à travers ça et vous êtes expert dans le domaine, vous pouvez détecter les erreurs et comme ça, il va vous faciliter la vie. Donc il va vous donner une très belle synthèse et vous allez corriger ce qui est corrigeable. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui n'a pas de background, là, c'est très difficile. Donc, il faut Une toujours... question en fait. Oui. C'est concernant même les inscriptions. La première fois, ils demandent toujours une inscription, ou c'est toujours lié l'adresse mail. L'adresse mail, oui. Excusez-moi, je fais une différence. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous savez que toutes les informations sont tirées de Oui. l'adresse mail. Oui. Donc, ça fait qu'il est... لا ولكن جوجل ما كيعطيهمش لوتوريزاسيون كيعطيهم دي شوز ماشي كل شيء. Il y a toujours cette astuce-là de faire une autre adresse mail, une autre adresse Gmail. Oui, oui. Bien sûr, vous pouvez le faire. عرفتي شنو هو اللي مهم؟ تكون فيكتيف. عرفتي شنو هو اللي مهم؟ هو نوضو نشريو تليفون اخر خصو لهاد المشاكل Justement. ولا طابليت باش ما يدخلكمش المسائل الشخصيه ديالكم وداك الشيء. Avec un compte Gmail qui est à part. مثلا سميتك محمد دير لي محمد 75 @gmail.com. Donc comme ça, et serait différent comme ça. يلا نكملوا Alors, نكملوا Il عفاكم. nous reste un outil qui est très très intéressant. S'il vous plaît, S'il un vous outil plaît. très intéressant. Maintenant, c'est la société Google qui nous a fait. Il y a son moteur IA Google Gemini, mais là, bien sûr, l'outil très intéressant, c'est Notebook LM. Notebook LM, c'est un assistant de recherche de IA de Google. Alors, ses avantages par rapport aux autres moteurs, c'est quand même la confidentialité. Il a une confidentialité meilleure parce que déjà, par exemple, votre cours, tous vos documents, vous les envoyez dans votre drive de Google. Ils sont déjà chez Google. D'accord? Donc, le fait de travailler minkum wa ilaykum, c'est déjà pas mal. Donc, quand même, c'est lié à votre compte Google. Et tout ce que vous mettez là-dessus, ça rentre dans le cadre de votre drive. Dans votre drive Google. Donc, il a une meilleure confidentialité par rapport au moteur DeepSeek, ChatGPT, où vous allez sortir l'information en totalité. Deuxièmement, la fiabilité. Il a moins d'hallucinations. Parce que si vous lui donnez un exemple concret, vous avez un bouquin de 400 pages que vous voulez lire sur, je ne sais pas, l'utilisation de l'IA en santé. Il y a un document qui est là de 400 pages. Vous lui donnez ce document, il va faire une synthèse avec des notes et tout ça. Et bien sûr, mais la synthèse ne va pas faire des hallucinations. Il ne va pas aller attirer à travers. Par exemple, ChatGPT, il va prendre le document, il va prendre d'autres sources. Il va faire une synthèse générale. كيجتهد هذاك اللي كيقول لي كنزيد فيه العلم يزيد فيه لا حمق.
Notebook, non. Si vous lui donnez une seule source, il va vous dire, selon la source que vous m'avez donnée, voilà la recommandation. Par exemple, vous lui donnez je ne sais pas, des guides de bonne pratique en diabétologie et vous lui demandez quel est par exemple, le traitement recommandé pour l'acidocétose diabétique. Alors là, il va vous donner selon la source et ce n'est pas selon ce qui existe dans Internet. Et ça, c'est très, très important. Donc, il a bien sûr, si il est connecté avec votre Drive, si vous avez, par exemple, vous êtes spécialiste en immunologie et vous avez tous les documents, vous avez beaucoup de bouquins électroniques, vous avez beaucoup de sources, il va chercher dans ces sources-là. Ce qu'on appelle retrouver l'information directement de vos sources. Au lieu de faire la recherche vous-même dans vos sources, il peut le faire lui. Par exemple, on peut imaginer, il y a une documentation de tout l'hôpital qui est là et on peut les dossiers patients et tout ça. Bien sûr, on oublie les dossiers patients, mais surtout les bouquins spécifiques, il va faire ça. Donc, il est plus fiable que les autres dans la synthèse. Dans la synthèse de l'information, il va se contenter de l'information existante dans la source que vous lui avez précisée. La synthèse des documents et des vidéos, et là, il faut le voir. Vous pouvez, une vidéo sur YouTube, par exemple, qui parle, je ne sais pas, maladie de Crohn sur 2 heures, vous lui donnez le lien de la vidéo, il va entendre le lien, il va vous donner la synthèse, les 10 points sur quoi il a parlé, comment il a fait, ainsi de suite. Même des conférences orales. Si vous lui donnez le lien vidéo, il va faire la synthèse écrite pour vous. Oui, donc là, vous n'êtes pas obligé d'attendre, par exemple, je ne sais pas, un congrès qui s'est passé dans 2 jours. Par exemple, celui-là enregistré. Il peut entendre tout et vous donner la synthèse. Et il n'est pas limité par la capacité. C'est la capacité de... Donc, il ne vous limite pas à ça. Donc, donc, et ce sont vraiment de très belles synthèses qu'il fait sans hallucination. Parce que ce qui est important pour nous, c'est qu'il ne doit pas ajouter quelque chose qui n'existe pas dans la vidéo. Inventer des choses. Donc là, sa capacité elle est meilleure dans les documents, 400 pages et tout ça, et les vidéos. Il peut entendre les vidéos et tout ça. Il peut même vous faire, ça c'est la meilleure, il peut lire la vidéo, par exemple, un congrès scientifique international, et vous faire, par exemple, sur une problématique, je ne sais pas, traitement du cancer du sein, par exemple, et il peut faire un podcast. Et vous êtes en train d'entendre 2 personnes, l'un pour l'hormonothérapie et l'autre contre. Il peut faire une podcast comme ça et vous pouvez entendre le podcast. Il peut générer ça. Ça, c'est... D'accord. Donc, ça va. Oui. Donc, là, les exercices, je vous laisse les faire pour comparer quand même vous-même. Par exemple, la recherche PubMed avec Illicit. Vous pouvez faire ChatGPT Perplexity AI pour voir les sources et tout ça. Génération d'une synthèse par DeepSeek avec un contexte particulier. Ça, les exercices que vous pouvez faire dans ce sens-là. Alors là, donc pour terminer tout ça, les moteurs, donc il y a Illicit qui est très très bien, comme PubMed, Perplexity AI, DeepSeek vérifie la source, et bien sûr Notebook LM, il est très important pour faire la synthèse de vos propres documents. Vous pouvez même, en lui donnant votre cours, il peut le lire et vous donner par exemple des cas cliniques à partir de ça, des QCM pour des exercices. Oui. Donc, si vous lui donnez des sources de données ou des vidéos, il peut faire ça.
Donc, je vous invite à faire ça. Déjà, sur S'il vous plaît. sur la genèse des QCM, c'est très très bien. C'est pas grave. Pour nous, en pédagogie, c'est quoi? C'est que l'étudiant doit assimiler les objectifs. S'il sait répondre, c'est tant mieux. Et on ne va pas le limiter à ça. Donc, pour nous, s'il a compris la question, une autre question générée d'une autre façon, c'est très très bien. Donc, c'est